Salut à tous, bienvenue sur Little World. 20 ans après sa mort, le prince régné III de Monaco, mari de Grace Kelly, aurait confessé une vérité longtemps cachée, révélant les ombres qui planaient sur leur idylle légendaire. Grace Kelly incarnait un idéal de perfection, une beauté éthérée, une gloire mondiale acquise à Hollywood et une fortune présumée qui semblait accompagner son statut de princesse. Pourtant, derrière cette façade glamour, une réalité plus complexe se dessinait, restée secrète pendant des décennies. Le monde entier admirait son mariage de conte de fées avec le prince de Monaco, un récit romantique qui captivait les imaginations, mais peu savait que cette union, marquée par des luttes intimes, mènerait à des révélations sur sa situation financière précaire, finalement à sa mort tragique. À la fin de sa vie, Grace ne disposait que de quelques milliers de dollars à son nom, une somme dérisoire comparée à l'opulence de son passé. Comment une icône aussi célébrée a-t-elle pu connaître une telle déchéance financière? Quels secrets ont conduit à son décès prématuré? Un documentaire récent a levé le voile sur les aspects les plus sombres de sa vie, révélant une histoire bien plus captivante et mystérieuse que ce que le public aurait pu imaginer. Grace Patricia Kelly vit le jour le 12 novembre 1929 dans une maison cossue d'East Falls, un quartier verdoyant de Philadelphie où les demeures en pierre grise s'alignaient le long de rues bordées de chênes centenaires. La famille Kelly, bien que profondément enracinée dans les valeurs catholiques et la discipline, jouissait d'un statut d'élite grâce à la réussite de John Beckellisser, le père de Grace. Ancien champion d'aviron, il avait remporté 3 médailles d'or aux Jeux olympiques de 1920 et 1924, devenant une figure nationale admirée pour son charisme et sa ténacité. Après ses exploits sportifs, il transforma cette renommée en une fortune colossale à travers la Kelly Brickwork Company, une entreprise de construction qui érigea des bâtiments emblématiques à travers la Pennsylvanie, des écoles aux hôpitaux. Sa richesse, estimée à plusieurs millions de dollars dans les années 1930, plaçait les Kelly parmi les familles influentes de la côte, aux côtés des dynasties comme les Drexel ou les Biddle, mais avec une touche d'audace irlandaise qui les distinguait des aristocrates protestants traditionnels. Margaret Magie Kelly, la mère de Grace, ancienne championne de natation et professeure à l'Université de Pennsylvanie, imposait une discipline stricte à ses 4 enfants, Margaret, John Jr., Grace Elizabeth. Convertie au catholicisme, elle veillait à ce que la famille incarne les valeurs de foi, de travail acharné et de respectabilité. Dans ce foyer animé, Grace se démarquait par sa réserve. Ses frères et sœurs, extravertis, brillaient dans les sports ou les cercles sociaux, tandis que Grace, avec ses yeux bleus perçants et son teint de porcelaine, semblait vivre dans un monde intérieur. Dès l'âge de 5 ans, elle passait des heures dans la bibliothèque familiale, feuilletant des romans de Jane Austen ou des recueils de poèmes de Walt Whitman, tandis que les éclats de voix de ses parents résonnaient lors des réceptions mondaines. Les Kelly recevaient régulièrement des personnalités locales, politiciens, hommes d'affaires, artistes, et Grace observait, fascinée, les interactions élégantes et les jeux de pouvoir. Sa mère insistait sur une éducation rigoureuse, des cours de latin pour aiguiser l'esprit, des leçons de piano avec une gouvernante française pour cultiver la grâce et des prières quotidiennes pour ancrer la foi. Mais Grace trouvait son évasion dans les spectacles amateurs organisés par l'église locale. À 7 ans, elle incarna la Vierge Marie dans une crèche vivante, captivant l'audience avec son regard solennel et une diction déjà maîtrisée. Ce moment, bien que modeste, alluma en elle une étincelle. Le théâtre offrait un refuge où elle pouvait exprimer des émotions qu'elle gardait enfouies sous son apparence de jeune fille modèle. À l'Académie de la Sainte Famille, une institution jésuite où les uniformes bleu marine et les prières matinales rythmaient la vie, Grace se heurtait à un paradoxe. Son amour pour le théâtre, perçu comme frivole par les nonnes, entrait en conflit avec les attentes imposées à une jeune fille de bonne famille, destinée à un mariage respectable ou à une carrière discrète, comme enseignante ou infirmière. Pourtant, à 12 ans, elle monta sur scène pour une adaptation scolaire de Cendrillon, où son interprétation, mêlant candeur et détermination, fit pleurer sa professeure de théâtre, Eleanor Tennant, une ancienne actrice de vaudeville. Cette dernière devint une mentor, l'encourageant à auditionner pour des productions locales. Grace, avec une audace discrète, économisait son argent de poche, gagné en posant pour des catalogues de vêtements surf ou en vendant des billets pour des kermesses paroissiales pour s'inscrire à des cours de danse classique. Ses leçons, dispensées dans un studio poussiéreux de Philadelphie, lui apprit à mouvoir son corps avec une grâce qui semblait défier la gravité, une qualité qui deviendrait plus tard sa signature à l'écran. L'adolescence de Grace fut marquée par une tension croissante avec son père. John Kelly, un homme pragmatique au tempérament volcanique, voyait le théâtre comme une lubie indigne d'une Kelly. Lors d'un dîner familial en 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, il déclara, un verre de bourbon à la main, que le théâtre était un passe-temps pour les rêveurs, pas un métier pour une fille de bonne famille. Cette remarque blessa profondément Grace,
qui confia à son journal intime. « Papa ne comprend pas que je ne veux pas seulement vivre, je veux respirer. » À 17 ans, contre l'avis familial, elle s'inscrivit à l'American Academy of Dramatic Art à New York, mentant sur son âge pour être acceptée. New York, avec ses rues bruyantes, ses taxis klaxonnants et ses théâtres illuminés de Broadway, devint son terrain de jeu. Elle partageait un appartement exigu dans l'Upper West Side avec 2 autres étudiantes, survivant de sandwichs au beurre de cacahuètes et de nuits blanches à mémoriser des monologues de Shakespeare. Ses premières auditions furent des échecs cuisants. Un directeur de casting lui reprocha son accent de Philadelphie trop rigide. Mais Grace persévéra, travaillant comme modèle pour des publicités de bas nylon ou de cigarettes, gagnant $25 par séance. Ces années formatrices forgèrent non seulement son talent, mais aussi sa résilience. En 1949, à 20 ans, elle décrocha son premier rôle important dans une production off-Broadway de The Torchbearer, une comédie satirique où elle jouait une héritière maladroite. Les critiques locaux, comme ceux du Village Voice, louèrent sa présence magnétique, la comparant à Ingrid Bergman pour son mélange de vulnérabilité et de sophistication. Ce succès modeste attira l'attention d'un recruteur de la télévision, et bientôt, Grace apparaissait dans des dramatiques en direct comme Kraft Télévision Théâtre, où elle incarnait des rôles de femmes brisées ou de jeunes amoureuses. Ses prestations, diffusées devant des millions de foyers américains, captivaient les téléspectateurs avec sa voix douce et son regard qui semblait toujours cacher un secret. Bien que mal payé, $75 par épisode, ces expériences lui apprirent à improviser sous pression, une compétence essentielle pour les plateaux hollywoodiens. En 1950, le magazine Theatre World la consacra comme la personnalité la plus prometteuse de Broadway, un titre qui marqua le début de son ascension fulgurante. Sa grande opportunité survint lorsque le producteur Stanley Kramer lui offrit un rôle aux côtés de Gary Cooper dans Le train sifflera 3 fois de Fred Inman, un western tendu sorti en 1952. Grace y incarnait Amy Fowler Kane, une jeune mariée Quaker confrontée à la violence dans une ville de l'Ouest américain. Tourné sous un soleil impitoyable dans les plaines d'ombre, en Californie, le film capturait l'essence brute du Far West et Grace, vêtue de robes en coton simple, apportait une vulnérabilité authentique qui contrastait avec les héroïnes flamboyantes de l'époque. Les critiques, cependant, furent mitigées. Certains la trouvaient trop distante, comparant son jeu à une poupée de porcelaine sans âme. Blessée mais déterminée, Grace redoubla d'efforts, prenant des leçons de diction avec un coach vocal pour adoucir son phrasé, étudiant les scripts jusqu'à l'aube pour en extraire les nuances psychologiques. Elle confia plus tard à un ami proche, l'actrice Celeste Holm, qu'elle voyait chaque critique négative comme un défi à relever. « Je ne veux pas être parfaite, je veux être vraie. » Cette persévérance porta ses fruits lorsqu'elle décrocha un rôle dans Mogambo en 1953, réalisé par John Ford. Aux côtés de Clark Gable et Ava Gardner, Grace jouait Héloïse Oneber Kelly, une veuve britannique plongée dans les dangers de l'Afrique coloniale. Tourné dans les savanes kenyanes et les studios anglais, le film fut un triomphe, rapportant plus de $4 millions au box-office. Grace, avec ses chemises kaki ajustées et son casque colonial, incarnait une sensualité innocente qui faisait fondre les cœurs. Le New York Times la décrivit comme une rose anglaise éclose sous le soleil africain, saluant sa capacité à allier fragilité et force. Ce rôle marqua un tournant. À 24 ans, Grace attirait désormais l'attention des grands réalisateurs et des foules en amourées. Elle négociait ses contrats avec une audace rare pour une femme de son époque, obtenant des salaires supérieurs à la moyenne, jusqu'à $250 000 par film et des pourcentages sur les recettes, une pratique qui la rendit financièrement indépendante avant même ses 25 ans. Son ascension atteignit des sommets lorsqu'elle entama une collaboration avec Alfred Hitchcock, le maître du suspense. Fasciné par sa blondeur glaciale et son regard perçant, Hitchcock voyait en elle l'incarnation parfaite de ces héroïnes ambiguës, des femmes élégantes dissimulant des tourments profonds. Leur première collaboration, Le crime était presque parfait en 1954, la vite incarnée Margot Wandis, une épouse piégée dans un complot meurtrier. Tourné en Technicolor, le film mettait en valeur sa beauté éthérée. Ses robes en soie, dessinées par Edith Head, semblaient flotter autour d'elle comme des nuages. Hitchcock, avec son obsession pour le détail, ajustait chaque geste de Grace, la façon dont elle serrait son sac à main pour suggérer la peur, ou l'angle de son menton pour capter la lumière. Le film fut un succès critique et commercial, rapportant $6 millions, et Grace devint une star mondiale. Pourtant, pendant le tournage, une rumeur de liaison avec son partenaire Rémi Lan enflamma les tabloïds. Bien qu'elle ait démenti, affirmant que leur relation était strictement professionnelle, les magazines comme Confidential publièrent des articles sensationnalistes, la peignant comme une séductrice irrésistible. Ces ragots, bien que douloureux, ne firent qu'accroître sa notoriété.
En 1954, Grace consolida son statut avec Fenêtre sur cour, où elle jouait Lisa Frémont, une mondaine amoureuse d'un photographe immobilisé, interprété par James Stewart. Le film, un chef-d'œuvre de tension, montrait Grace sous un jour nouveau, sophistiquée mais audacieuse, prête à risquer sa vie pour résoudre un mystère. Les spectateurs étaient captivés par sa garde-robe, des robes Dior qui coûtaient 4 000 $ chacune, et par sa chimie électrique avec Stewart. Le film rapporta 36 millions de dollars, un record pour Hitchcock, et Grace devint l'actrice la plus bancable d'Hollywood. Son triomphe culmina en 1955 avec l'Oscar de la meilleure actrice pour La Comtesse aux pieds nus, où elle incarnait Amy Furness, une jeune aristocrate déchirée par un mariage arrangé. Lors de la cérémonie du 29 mars 1955, dans une robe bleu pâle signée Edited, Grace monta sur scène avec une émotion contenue, remerciant son équipe et sa famille dans un discours qui fit pleurer l'audience. À 25 ans, elle était au sommet, gagnant 500 000 $ par an et recevant des offres de rôle dans le monde entier. Pourtant, les ombres du scandale commençaient à planer. Les tabloïds, avides de sensations, alimentaient les rumeurs sur ses relations avec ses partenaires à l'écran Gary Cooper, William Holden, Bing Crosby. Grace, blessée par ces attaques, engagea un avocat pour contrer les diffamations, mais le mal était fait. Son image de jeune femme pure était entachée. Dans ses lettres à sa sœur Margaret, elle confessait sa fatigue face à la pression médiatique. « Je veux être aimée pour mon travail, pas pour des histoires inventées. » Au milieu de ce tourbillon, un événement inattendu changea sa trajectoire. En mai 1955, lors du Festival de Cannes, elle reçut une invitation pour une séance photo au Palais Princier de Monaco. Malgré des retards causés par un ouragan qui perturba son voyage en train, Grace rencontra le prince Régnier III le 6 mai. Leur rencontre, dans les jardins fleuris du palais, fut électrique. Régnier, 31 ans, était d'un souverain charismatique, au regard perçant et à l'allure athlétique, cherchant une épouse pour redorer l'image de Monaco, alors en difficulté économique. Grace, en robe de soie blanche, parla d'art, de littérature et de leurs rêves d'avenir, tandis que Régnier décrivit les couchers de soleil sur la Méditerranée. Une correspondance passionnée s'ensuivit. Dans ses lettres, Régnier partageait des poèmes, tandis que Grace confessait ses doutes sur la célébrité éphémère. Leur romance, digne d'un film, culmina avec une demande en mariage à Noël 1955, lors d'une visite de Régnier à Philadelphie. Le mariage, le 19 avril 1956, fut un spectacle mondial. Une cérémonie civile dans la salle du trône, suivie d'une messe à la cathédrale de Monaco, attira 600 invités et 30 millions de téléspectateurs. Grace, dans une robe de taffetas perlée signée Hélène Rose, incarnait la princesse de conte de fées. Pourtant, ce mariage eut un coût, une dot de 2 millions de dollars, payée par la famille Kelly, vida ses économies. Du jour au lendemain, Grace abandonna sa carrière pour endosser les responsabilités royales et maternelles. Elle donna naissance à Caroline en 1957, Albert en 1958 et Stéphanie en 1965, s'efforçant d'être une mère attentive tout en assumant ses devoirs de princesse. Sous la surface, cependant, l'envie et les rumeurs bouillonnaient. Certains à Monaco voyaient Grace comme une étrangère, une Américaine incapable de comprendre les traditions locales. Les médias murmuraient que Régnier l'avait choisie pour sa fortune, ignorant le sacrifice financier qu'elle avait consenti. Malgré cela, Grace s'engagea dans la philanthropie avec ferveur. En 1957, elle visita les États-Unis pour promouvoir Monaco, levant des fonds pour des orphelinats. En 1962, elle fonda l'Association mondiale des amis de l'enfance AMAD, voyageant en Asie pour sensibiliser au trafic humain. Elle rédigea des contes pour enfants, comme Place aux dragons, et composa des poèmes, publiés dans des revues locales, qui révélaient sa sensibilité. Ses voyages l'emmenèrent en Inde, où elle rencontra Indira Gandhi, et en Afrique du Sud, où elle soutint des écoles d'art. Pourtant, derrière ce dévouement, des luttes intimes émergeaient. 6 ans après le mariage, la façade du comte de fées s'effrita. Régnier, autoritaire et colérique, imposait des règles strictes. Grace devait obtenir son approbation pour chaque sortie, chaque robe. Ces crises, où il brisait des verres contre les murs, laissaient Grace en larmes. Elle se sentait isolée, loin de Hollywood, dans un palais où les courtisans critiquaient son accent américain. En 1962, une lueur d'espoir apparut. Alfred Hitchcock lui offrit le rôle principal dans Marnie, pour $1 million, 7,6 millions aujourd'hui. Ce n'était pas seulement l'argent qui l'attirait, mais la promesse de retrouver son indépendance. Hitchcock, fidèle ami, avait adapté le tournage à son emploi du temps. Dans un moment de vulnérabilité, Grace se confia au père Francis Tucker, aumônier de Régnier, dans une pièce isolée du palais.
Entre deux gorgées de scotch, elle révéla son désespoir. « Je suis une prisonnière dorée. Les enfants sont ma joie, mais je suffoque. » À 32 ans, elle luttait contre la solitude, l'insomnie et le rhume des foins, aggravés par le climat méditerranéen. L'offre de Hitchcock raviva une étincelle, mais Régnier, d'abord favorable, exigea qu'elle refuse, invoquant ses devoirs royaux. Ce refus marqua un tournant. Grace, piégée par les attentes, renonça à ses aspirations. Elle chercha du réconfort dans la cuisine, préparant des pancakes aux myrtilles pour Régnier, rappelant ses racines américaines. Mais les tensions s'aggravèrent. Lors d'une réception du Nouvel en 1962, Grace, défiant les ordres, débattit avec Charles de Gaulle sur les droits des femmes. Régnier, furieux, la réprimanda publiquement, exigeant soumission. Selon le biographe Girondi Taraborelli, son comportement frôlait la violence verbale, la laissant en pleurs. Grace envisagea le divorce, consultant un avocat américain, mais renonça en apprenant qu'elle risquait de perdre la garde de ses enfants, conformément aux lois monégasques. Le film Grace de Monaco 2014, avec Nicole Kidman, explore ses luttes, bien que critiqué pour ses inexactitudes. Basé sur des interviews avec des proches du palais, il dépeint Grace déchirée entre son mariage oppressant et son désir de liberté. Régnier y est montré distant, dormant dans une chambre séparée, mais le film omet ses infidélités présumées. Wendy Lay, dans True Grace, révèle que Régnier entretenait des liaisons dès leur lune de miel avec au moins 3 maîtresses en 1956. Ces révélations ajoutent une couche de tragédie à la vie de Grace, qui trouvait du réconfort dans des lettres secrètes à sa mère. « Je veux rentrer à la maison, mais je ne peux pas abandonner mes enfants. » Le 13 septembre 1982, la tragédie frappa. Grace, conduisant sa Rover avec Stéphanie vers Paris, manqua un virage à la Turbie, précipitant la voiture dans une pente de 120 pieds. Stéphanie raconta que Grace, souffrant d'un mal de tête, paniqua. « Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas. » Un AVC initial, suivi d'une hémorragie cérébrale, fut diagnostiqué. Stéphanie s'en sortit avec des blessures mineures, mais Grace, après une seconde hémorragie, ne reprit jamais conscience. Elle mourut le 14 septembre à 52 ans. Ses funérailles, à la cathédrale de Monaco, attirèrent 400 dignitaires, dont Cary Grant et Lady Diana. Des rumeurs de malédiction Grimaldi circulèrent, liées à une légende du XIIIe siècle. Régnier Ier aurait violé une sorcière, qui maudit la famille, déclarant qu'aucun Grimaldi ne trouverait le bonheur en mariage. Les scandales, divorces et tragédies de la famille, des infidélités d'Albert promis aux accidents des cousins de Régnier alimentèrent ses croyances. Un documentaire, Grace Kelly, Les millions disparus, révéla une autre facette. À sa mort, Grace n'avait que 10 000 $ et un cottage en Irlande. La dot de 2 millions de dollars, payée en 1956, avait épuisé ses économies hollywoodiennes, 1,5 million de dollars gagnés entre 1952 et 1956. Contrairement à Audrey Hepburn, elle ne bénéficia pas de ses droits d'image post-mortem, reversés à la Fondation Princesse Grace. Ce contraste entre son image glamour et sa précarité financière choqua le public. L'héritage de Grace perdure. La bibliothèque irlandaise de la princesse Grace conserve ses 9000 livres, le jardin de roses de Fontvieille porte son nom, et l'avenue Princesse Grace, la rue la plus chère du monde, honore sa mémoire. Des expositions, comme les années Grace Kelly en 2007, et des pièces commémoratives de 2022 célèbrent sa vie. Son amour du sport est commémoré par la Coupe Princesse Grace à Henley, et des suites d'hôtels inspirés d'elle, comme au Hôtel de Paris, capturent son élégance. Malgré des biopics mitigés, l'histoire de Grace Kelly reste une source d'inspiration, mêlant glamour, sacrifice et tragédie, et continuera de captiver pour les générations à venir.